Faut-il encore aller à l'école? La question peut sembler provocatrice. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre une langue sur une application, de suivre un cours de mathématiques sur YouTube, ou de se former à un métier grâce à Internet. Beaucoup de jeunes, parfois fatigués des devoirs et des examens, se disent « Pourquoi aller en classe, alors que je peux tout trouver en ligne ?» Mais derrière cette interrogation se cache une réflexion plus large. À quoi sert vraiment l'école? Est-elle seulement un lieu où l'on transmet des connaissances, ou bien une institution qui joue un rôle essentiel dans la société, en façonnant les individus et en créant du lien? Pour éclairer cette question, 3 écrivains nous offrent des pistes de réflexion: Charles Dickens, Léon Tolstoï et George Orwell. Chacun, à sa manière, a réfléchi au rôle de l'éducation. Dickens voyait dans l'école un miroir des injustices sociales. Tolstoï rêvait d'une école libre, centrée sur la curiosité des enfants. Orwell, enfin, nous avertissait contre les dérives d'une école qui formerait des individus obéissants plutôt que des esprits critiques. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Un Charles Dickens, l'école comme miroir des injustices sociales. Faut-il encore donc aller à l'école? Pour éclairer cette réflexion, il est intéressant de se tourner vers Charles Dickens, écrivain anglais du XIXe siècle, dont les romans offrent un portrait sensible et critique de l'éducation et de ses inégalités. L'Angleterre victorienne, dans laquelle Dickens a grandi, était un pays en pleine révolution industrielle. Les usines se multipliaient, les villes grossissaient, et les conditions de vie des classes populaires étaient souvent extrêmement dures. Les enfants y travaillaient dès leur plus jeune âge dans les mines, les filatures ou comme domestiques. L'accès à l'éducation était limité, seuls les enfants des familles aisées pouvaient fréquenter des écoles de qualité. Pour les autres, l'école était souvent un lieu rudimentaire, parfois dangereux, et parfois dirigé par des maîtres plus soucieux de profit que du bien-être des élèves. Dickens lui-même a vécu ces difficultés. À l'âge de 12 ans, il dut travailler dans une usine quand son père fut emprisonné pour dette, une expérience qui marqua profondément son regard sur l'éducation et sur les inégalités sociales. Dans ses romans, Dickens montre la face sombre de l'école telle qu'elle existait alors. Dans Nicholas Nickleby, l'école de Monsieur Square apparaît comme un lieu de souffrance et de violence. Les enfants y sont mal nourris, battus et humiliés, transformés en instruments de profit pour un maître cruel. L'école y est présentée non pas comme un espace de savoir, mais comme une institution qui reflète et amplifie les injustices de la société. Dans Oliver Twist, Dickens explore un autre aspect du problème, l'absence d'éducation pour les orphelins et les enfants des rues. Privés de toute instruction, ces enfants se retrouvent souvent entraînés dans la criminalité, victimes de l'ignorance et de l'exclusion. Dans ces récits, l'éducation n'est pas seulement un moyen de transmettre des connaissances, elle devient un enjeu vital pour permettre aux enfants de sortir de la misère et de se protéger des dangers de la vie. Malgré cette critique sévère, Dickens ne rejette pas l'idée même de l'école. Au contraire, il y voit un instrument de justice sociale et un moyen d'émancipation. Il croyait que l'instruction pouvait offrir aux enfants pauvres une chance de changer leur destin. Dans ses prises de position publiques, il plaidait pour des écoles accessibles à tous, convaincu que chaque enfant méritait une opportunité d'apprendre et de s'élever au-dessus de la pauvreté. Pour Dickens, ne pas offrir une éducation de qualité à tous, c'était condamner une partie de la population à rester prisonnière de sa condition sociale. 2. Léon Tolstoï, l'école comme lieu de liberté et de créativité. Si Charles Dickens nous montre l'école comme un miroir des injustices sociales, Léon Tolstoï, écrivain et penseur russe du XIXe siècle, nous invite à réfléchir à l'école comme lieu de liberté et de créativité. Pour Tolstoï, l'éducation ne devait pas être une contrainte imposée aux enfants par des programmes rigides et des maîtres autoritaires, mais un espace où chaque élève pouvait apprendre en suivant sa curiosité, ses intérêts et son rythme. Cette vision semble presque moderne à notre époque, alors que de nombreux débats portent aujourd'hui sur la pédagogie, l'apprentissage actif et l'éducation alternative. Tolstoï est connu dans le monde entier pour ses romans, notamment Guerre et paix et Anna Karénine, mais il était également profondément engagé dans l'éducation. Après avoir réfléchi aux limites du système scolaire russe traditionnel, il fonda à Yasnaya Poliana, sa propriété familiale, une école pour les enfants paysans. Contrairement aux écoles officielles, cette institution reposait sur des principes simples mais puissants: respect de la liberté de l'enfant, apprentissage par l'expérience,
lecture et discussion, et développement moral autant qu'intellectuel. Tolstoï était convaincu que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont intéressés par ce qu'ils font et lorsqu'ils sont encouragés plutôt que forcés. Dans ses écrits pédagogiques, Tolstoï critique les méthodes autoritaires. Il observe que les enfants sont souvent privés de curiosité et d'initiative parce que l'enseignement repose sur la discipline stricte et la mémorisation mécanique. Ces méthodes produisent des élèves obéissants, capables de répéter des leçons, mais incapables de penser par eux-mêmes ou de nourrir une réelle créativité. Pour Tolstoï, l'école devait au contraire cultiver la soif d'apprendre, la réflexion personnelle et le jugement critique. L'objectif n'était pas seulement de transmettre des connaissances, mais de former des êtres humains capables de comprendre le monde et d'y participer activement. À Yasnaya Poliana, Tolstoï expérimenta plusieurs pratiques innovantes. Les enfants étaient encouragés à lire des livres de leur choix, à poser des questions, à discuter et à explorer. Les enseignants jouaient un rôle de guide plutôt que de simples transmetteurs de savoir. L'apprentissage était interactif, vivant, et parfois lié à des activités pratiques comme le jardinage, le travail manuel ou des projets collectifs. Tolstoï croyait que l'éducation devait nourrir l'esprit tout en développant le sens de la responsabilité et de la coopération. Cette approche, qui peut sembler familière à l'éducation moderne, était révolutionnaire à son époque, où la majorité des écoles étaient centrées sur la discipline et la répétition. 3. George Orwell, l'école comme formation d'esprit critique. Si Charles Dickens nous a montré l'école comme un miroir des injustices sociales et Léon Tolstoï comme un lieu de liberté et de créativité, George Orwell, écrivain anglais du XXe siècle, nous invite à réfléchir à une autre dimension essentielle, l'école comme formation d'esprit critique, capable de résister aux dérives du pouvoir et de la manipulation. Pour Orwell, l'éducation n'est pas neutre. Elle peut être un outil d'émancipation, mais elle peut aussi devenir un instrument de contrôle et de conformité si elle ne forme pas à la réflexion indépendante. Orwell a grandi dans un contexte où les écoles britanniques, en particulier les pensionnats, étaient très rigides. La discipline y était stricte, la hiérarchie sociale fortement marquée, et les élèves devaient obéir sans discuter. Dans ses essais et romans, même s'il ne traite pas directement de l'école dans tous ses écrits, il décrit la manière dont les institutions peuvent façonner les individus pour qu'ils acceptent un ordre social existant. Dans 1984, par exemple, il illustre un monde où la manipulation de l'information et le formatage des esprits permettent au pouvoir d'exercer un contrôle absolu. L'éducation, dans ce cadre, n'est pas neutre, elle peut former des citoyens capables de penser par eux-mêmes, ou des individus dociles, prêts à répéter ce qu'on leur enseigne sans questionner. Orwell montre ainsi que l'école a un rôle politique et social. Elle ne se limite pas à transmettre des savoirs techniques ou académiques. Elle prépare les individus à vivre dans une société, à comprendre le monde et à développer un sens critique. Si cette dimension est négligée, l'éducation risque de produire des conformistes, incapables de distinguer le vrai du faux, de questionner l'autorité, ou de participer pleinement à la vie démocratique. C'est une mise en garde particulièrement pertinente à l'heure où l'information circule instantanément et où les fausses nouvelles peuvent se propager rapidement sur les réseaux sociaux. Dans ses expériences personnelles, Orwell a été confronté à la rigidité et à l'injustice des écoles anglaises. Les pensionnats où il a été scolarisé imposaient des règles strictes, des hiérarchies oppressives, et des punitions souvent excessives. Ces institutions formaient des enfants obéissants, mais peu préparés à penser par eux-mêmes ou à défendre leur liberté intellectuelle. Cette expérience personnelle a nourri sa réflexion sur le rôle de l'éducation dans la formation de citoyens libres et critiques. Il constate que la simple fréquentation d'une école ne suffit pas. Il faut que l'enseignement soit conçu pour éveiller l'esprit, pour apprendre aux enfants à analyser, à questionner et à réfléchir de manière autonome. Aujourd'hui, ces leçons résonnent avec force. Dans un monde saturé d'informations et de technologies, apprendre à penser de manière critique est aussi essentiel que savoir lire ou compter.